Cette VHS, quelqu'un l'a enregistrée chez lui. Aucune plateforme, aucune validation, aucun budget. Juste des gens qui ont quelque chose à partager et raconter. Et puis, ça a disparu. Revenons au milieu des années 90, début 2000. Le mot geek n'est pas encore devenu une identité marketée et mainstream. Être un geek, c'est quelqu'un qui aime l'informatique, les jeux vidéo, les comics, les jeux de rôle, et pour les plus otaku d'entre eux, les mangas, l'animation japonaise et le cosplay. Mais à l'époque, tout le monde s'en fout. À l'ancienne, ça regardait encore le Club Dorothée, puis ça attendait de recevoir par la poste les VHS japonaises de leurs animés préférés. Ça squattait les forums à la fin des cours ou après le travail. On peut croire que c'est juste un délire de Parisiens car cette culture paraissait plus accessible là-bas, mais détrompez-vous, cette culture était partout. Nice, Toulon, Bordeaux, la campagne de Perpignan, Brest et j'en passe. Au début des années 90, c'était le Minitel, ensuite les chats IRC, puis les forums pour partager des idées ou débattre pendant des heures, et pour se retrouver dans la vie réelle, les librairies, les boutiques spécialisées et les conventions. Paris n'était qu'un point de rendez-vous, où tous ces gens se retrouvaient pour partager leurs passions et en découvrir d'autres. Ce qui a réellement soudé tous ces gens, c'était pas un goût commun pour un sujet, mais une passion commune. Les geeks de ces années-là, c'est des gens qui étaient à contre-courant du public qu'on voyait tous les jours, des gens qui se définissent en opposition à la culture omniprésente mainstream et qui construisent leur monde à eux. Et c'est exactement ça qui va tout changer. Les gens ont commencé à créer. Il faut bien comprendre le contexte technique de l'époque. On parle d'un temps où YouTube n'existait pas. Filmer, monter, diffuser, c'était une aventure logistique. Et pourtant... Attention, vous n'avez jamais rien vu de pareil. Une bande de potes fous furieux emmenés par Alex Pilote de Game One s'amuse pendant leurs vacances à tourner une série hallucinante, les Bitoman. Parodie de jeux vidéo, clin d'œil au grand classique de l'animation japonaise, les Bitoman débarquent sur Game One. Alex Pilote est étudiant à l'ESRA de Nice en 1994. Lors de la cartooniste de la même année, une projection du film Marion a été annulée. Errant dans les rues de Toulon pour passer le temps avant de rentrer dans leur hôtel, ils tombent sur un terrain vague. Deux personnes commencent à se battre, Alex sort sa caméra. Après un tournage d'1 quart d'heure, Alex rentre chez lui avec les rushs, ajoute les bruitages, prend une feuille de papier pour écrire le titre et le film. Mais c'est quoi Bitoman ? Des super-héros niçois en cosplay assumé à fond avec tous les codes du tokusatsu made in France. Le genre de projet qui n'aurait jamais dû exister si on prend les normes de production de l'époque. De magnétoscopes VHS pour monter, des cassettes copiées à la main et pour diffuser, les conventions. Un exemple typique des problèmes que j'ai en ce moment. Alors vous regardez, le plan est bien monté, ça coupe, et là les gardes sont censés passer. Puis attention, ça stack. Voilà, ça c'est la merde du caméscope. D'où, seule solution, regardez bien, hop, je cale après le premier qui passe, et après ça merde, donc je m'arrête là. En 1995, les 5 premiers épisodes sont projetés à la Convention de l'Imaginaire au lycée Camissé à Paris. Le succès et l'engouement sont immédiats. Ensuite, c'est la cartooniste à Toulon qui devient la scène principale où chaque nouvel épisode y est diffusé devant la même communauté qui les a vus naître. Les VHS s'échangent entre fans, il y aura un groupe de musique, des CD et une collection de cartes. La série a directement inspiré d'autres créateurs de production amateurs, Fabien Fournier avec Funkysoft, Simon Brochard avec les Capway Fighters, Rudy Pomarède avec les Guardians et même Davy Mourier qui reconnaîtra l'influence pour une case en moins. Et par la suite est arrivé France 5, qui est devenue une des productions emblématiques avec des gens qui se sont professionnalisés par la suite. En parlant de France 5, il est important de le présenter comme il se doit. Yoshi Sentai, France 5. Un Sentai produit en France, en français, avec des costumes faits main, des effets spéciaux et une ambition qui a fini par n'avoir rien à envier aux productions professionnelles de l'époque. Alex Pilote est le réalisateur, le même qui avait lancé Bitoman 10 ans plus tôt. Le premier épisode est projeté à la cartooniste en avril 2000. La production a un effet dévastateur. Elle crée un modèle, et les tournages amateurs se multiplient dans son sillage. La série finit par atterrir au Japon, les fan clubs, doujinshi et les émissions télé relaient son existence. Elle gagne même le premier prix de l'émission Digital Stadium sur la NHK, une compétition de production amateur. Une série faite par des otaku français dans leur temps libre, primée à la télévision japonaise. Mais le projet qui illustre le mieux l'esprit de cette époque, c'est Damned. Ce petit combat m'a mis en appétit. Je me ferais bien une ville. Je vais te détruire, connard!
Elle est la série la plus représentative de ce que c'était vraiment de créer à ce moment-là. En 1998, pendant la finale de la Coupe du Monde, Rudy Pomarède, sa famille et ses amis d'enfance tournent à Perpignan le premier épisode. Damned, les flammes du sabbat. Il trouve un caméscope dans le domicile familial. Il a son premier PC qui permet de faire du montage, une version de première et une seule envie, s'amuser à faire un film. Rudy gère tout seul, le scénario, la réalisation, le montage et les effets spéciaux. La série grandit avec lui. Il fait un premier reboot à Grenoble en parallèle de ses études avec une nouvelle équipe. Puis à Paris avec un second reboot justifié scénaristiquement. Damned évolue d'épisode en épisode, la mythologie se construit et les enjeux s'épaississent. Idem pour Atomic Ninja Master, où une bande de potes bordelais se retrouvait dans un terrain vague pour singer des chorégraphies de combat à la XOR. Chaque épisode de ces séries-films fonctionnait comme un bout indépendant tout en posant une brique pour construire une trame plus grande. On pouvait voir des arcs narratifs plus longs, des personnages qui évoluent et un univers qui s'épaissit. Et ces productions ne choisissaient pas leur genre par hasard. La science-fiction, les super-héros, la fantasy, tout ça, c'est des genres qui étaient absents du paysage audiovisuel français. Volontairement ignorés par les médias classiques, considérés comme trop niches et pas légitimes. Le web devenait donc l'espace où on ne retrouvait pas ce qu'il y avait à la télé, et les spectateurs y trouvaient enfin un écho de leur passion. Quelque chose qui leur disait enfin « ta passion a le droit à sa place ». Ce qui relie toutes ces productions, peu de budget, personne pour arbitrer ou pour dire « ça on peut pas le dire », une totale liberté et de créativité avec comme limite celle qui se donnait à eux-mêmes. C'est ça qui est fascinant dans cette période, toutes ces productions ne sont pas sporadiques. C'était un écosystème complet avec une chaîne de transmission, des créateurs qui en inspiraient d'autres, qui eux-mêmes inspiraient d'autres créateurs. En gros, de la passion qui passait de main en main, de cassette en cassette. Parlons justement d'un mode de transmission, le fanzine, le magazine indépendant fait par des fans pour des fans. Le fanzine, c'est une tradition qui vient des geeks de la science-fiction, de l'heroic fantasy, de la Japanime underground, et qui a donné en France des choses formidables. Animeland en est le meilleur exemple. En avril 1991 sort le premier numéro. Au départ, c'est un fanzine entièrement consacré à la Japanime, photocopié et distribué à la main. Derrière cette initiative, il y a Yvan West-Laurence, Pascal Laffine, Vincent Euzévu, Olivier Fallet et Cédric Littardi. Des passionnés qui se croisent dans des festivals, notamment en banlieue parisienne, à Corbeil-Essonnes. D'abord une association loi 1901, chacun mettait la main à la pâte pour la conception du fanzine. Et progressivement, le magazine monte en qualité. Les sujets se structurent, les interviews se professionnalisent, le point de vue éditorial s'affirme. En avril 1996, Animeland sort en kiosque mensuel distribué partout en France. En passant en kiosque, le magazine s'ouvre à toutes les formes d'animation. Ce qui avait commencé comme un fanzine photocopié devient une vraie référence nationale. C'était tellement populaire et mainstream que j'ai découvert ce magazine dans mon CDI au collège de 120 élèves. Des bénévoles, des passionnés, chacun avec ses compétences qui se professionnalisent afin de partager leur passion. Et d'ailleurs, les mêmes noms reviennent. Olivier Fallet, rédacteur à Animeland, c'est aussi lui qui chante le générique de France 5 et qui joue Cancrelax, et Tibor Clairdouet, interprétant le professeur Burgonde. C'est une grande famille. D'ailleurs, Tibor aidera plus tard l'équipe des Guardians en prêtant les locaux de la rédaction d'Animeland tous les week-ends afin de tourner les épisodes de la Flanders Company. Et puis on ne peut pas parler de cette période sans parler des conventions. On peut évoquer la cartooniste ou Epitanime, ces conventions qui ont été organisées bénévolement par des passionnés. Et puis on est obligé de citer Japan Expo qui est devenu un mastodonte commercial, mais qui au départ était une poignée de passionnés qui voulaient un endroit pour se retrouver. Ce qui était important dans les conventions, c'était la rencontre. On voyait enfin la personne derrière le pseudo. On rencontrait les créateurs des films séries amateurs qu'on adore dans des petites salles. Et puis il y a un moment qui résume à lui tout seul comment ça se passait à l'époque. On est au début des années 2000, Game One se retrouve en galère pour remplir sa grille de programmes. Patrick Sarrea, directeur des programmes, demande à Alex Pilote de trouver une solution. Il décide de programmer la nuit du film amateur. Ok, c'est parti. Le vendredi 8 juin à partir de 20h50, c'est la nuit du film amateur sur Game One. On enlève tous les programmes et on met que des courts-métrages, des films amateurs, avec tous ces foufous là que vous voyez. Ouais, ils sont venus chez Game One, ils ont foutu le bordel, je vous raconte même pas, pire que le Dawa. Et ils ont tourné un court-métrage qu'on verra à la fin de la nuit du film amateur. Ça dure jusqu'à au moins 2h30, 3h du matin. C'est le vendredi 8 juin, soyez là, à 20h50 pendant toute la nuit. L'idée est plutôt simple, diffuser des productions faites par des passionnés, des trucs qui n'ont aucune raison d'être diffusés à la télé habituellement. Sarrea lance un appel pour envoyer des films. Game One recevra des cassettes, des CD par la poste. Sur tout ce qui arrive dans les locaux de Game One, seulement 4 films sont retenus. Malgré le fait qu'on mettait en avant des productions amateurs, il y avait un vrai regard et une vraie sélection.
Au final, c'est un carton. Le CSA appelle même la chaîne pour la féliciter. Et le truc le plus fou, c'est qu'en diffusant des productions amateurs françaises, Game One atteint par accident le quota de production française imposé par le CSA. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une audience réelle à ce genre de programme habituellement boudé par l'audiovisuel mainstream, et que même des institutions comme le CSA le reconnaissent. Tout ce qu'on vient de voir, les productions amateurs, les fanzines, les conventions, ça existe dans un écosystème précis. Et cet écosystème finit par produire quelque chose d'inattendu, parce que les gens dont on parle depuis le début, ils grandissent, ils se professionnalisent, et ils se souviennent d'où ils viennent. Allez les gars, plus que quelques secondes. Enfin une télé qui s'adresse à nous. Yeah, une chaîne de geeks pour les geeks. No Life, le nouvel Eldorado, quoi. C'est une chaîne de télé faite par des gens vraiment comme nous. Faut enfin nous laisser la parole. Tada! Bon bah... Bienvenue sur No Life. Ouais. Lancé le 1er juin 2007 par Sébastien Ruchet, Alex Pilote, Cyril Lambin et Suzuka Asaoka, le même Alex Pilote qui filmait Bitoman dans un terrain vague à Toulon en 1994. Des gens qui se connaissent depuis le Minitel, depuis la Convention de l'Imaginaire, depuis la cartooniste. C'est un ovni dans le paysage audiovisuel français. Une chaîne thématique entièrement dédiée à la pop culture japonaise et aux jeux vidéo, pensée par et pour les initiés. Une chaîne qui assume, qui va en profondeur. Les plus puristes ont quand même gueulé sur les forums, parce qu'elle se voulait aussi accessible aux néophytes. Mais c'est ça, No Life. Même en essayant d'être accessible, elle restait trop pointue pour la télévision normale. Et pourtant, elle obtient une reconnaissance réelle. On l'appelle parfois l'Arte des geeks. C'est sur cette chaîne que Rudy Pomared, le même qui tournait Damned pendant la Coupe du Monde 98 à Perpignan, propose Flanders Company en 2008. L'idée traînait dans les cartons depuis des années, née d'un délire entre potes pendant le tournage de Damned 3. Les tournages se font le week-end parce que tout le monde a un boulot à côté, et la série est diffusée sur une vraie chaîne de télévision, puis diffusée une heure plus tard sur la plateforme Watt TV. Pour la première fois, cette scène qui avait toujours existé en dehors des circuits officiels se retrouve dans un paysage médiatique classique. Et la Flanders Company n'est pas un cas isolé. YouTube et Dailymotion ouvrent un nouvel espace où la fiction amateur trouve un public encore plus large. Il y a Noob, qui était aussi diffusé sur No Life puis sur YouTube, et French Nerd avec Le Visiteur du Futur, J'ai jamais su dire non, et La Théorie des Balls. Des formats courts, des séries web. La fiction amateur est partout, elle est accessible et encore une fois se professionnalise. C'est la période charnière. L'écosystème qu'on a décrit depuis le début atteint son apogée. Et puis, quelque chose change. Donc avec tout ça, les communautés, les productions, la reconnaissance de la télé, comment on arrive à une disparition quasi totale en moins de 20 ans ? Il y a une supposition qui tient vraiment la route. Les productions amateurs ont percé parce qu'elles permettaient à toute une communauté de se reconnaître. Les gens qui regardaient France 5 ou Noob, c'étaient des geeks qui voyaient enfin d'autres geeks créer quelque chose de sérieux. Des gens comme vous et moi, avec peu de budget, peu de matériel, qui allaient jusqu'au bout. Ça a donné un lien. Avec ce lien, les spectateurs se reconnaissaient leur univers. Ce lien était aussi renforcé par la proximité avec les créateurs, sur les forums, dans les commentaires YouTube ou Dailymotion, et en convention. On pouvait interagir directement avec eux. Mais alors, la culture geek a commencé à devenir mainstream. On avait des films Marvel à plusieurs millions de dollars au cinéma, les animes ont commencé à être disponibles sur des plateformes faciles d'accès, et la mode mettait en avant la culture geek. Soudainement, ce lien qui était si spécial n'a plus la même valeur. La fiction amateur a perdu sa raison d'être émotionnelle, son lien. Les stands de fiction amateur ont commencé à se vider au profit des youtubeurs qui commentaient la fiction. Les youtubeurs analystes, les critiques animes, ces formats ont explosé quand la fiction amateur commençait à perdre en vitesse. Est-ce un hasard ? Les spectateurs ont commencé à se désintéresser de la fiction pour s'intéresser à ceux qui parlent de la fiction mainstream. Parce que ces vidéastes offraient quelque chose de nouveau. Un mec dans sa chambre, facecam, qui parle de trucs que t'aimes bien, avec un ton sympathique. C'est plus simple à produire, plus simple à suivre et plus simple à partager. Faut dire qu'au début des années 2000, les spectateurs étaient avides de fiction amateur. On pardonnait des imperfections. Le spectateur des années 2010 est lassé, inondé de contenus super produits, et dans un monde où tu as le choix entre une super production d'un univers que tu aimes bien et un truc amateur avec plein d'imperfections, tu fais vite le choix. Il y a aussi un autre facteur qui a planté le clou final. Un mot qui apparaît à la fin des années 2000, début 2010, le mot cringe. La génération qui avait grandi avec tout ça avait vieilli, et le geek ne voulait plus être associé aux nerds, aux passions farfelues. Il voulait être stylé. Ça peut étonner les plus jeunes, mais pendant une courte période, être geek, c'était être cool. C'était être un cool kid. Avec l'essor de la culture web et des blogs, le geek s'était mué en hipster.
à l'avant-garde de la musique électro, des nouvelles technologies, des réseaux sociaux. Geek is the new chic. Et dans ce contexte, enfiler un costume un peu débile pour faire de la fiction amateur potache, montrer une passion exacerbée pour ses obsessions d'otaku, de fans de comics ou de jeux vidéo, ça collait plus du tout avec l'image que cette génération voulait donner d'elle-même. On préférait se reconnaître dans la figure du vingtenaire à chemise à carreaux et lunettes carrées, un peu décalé, qui faisait des blagues sur le fait d'avoir 25 ans et le nouvel iPhone. Certainement pas dans celle du gamin bizarre, fan de youtubeurs de l'époque et de trucs comme les pandas, Minecraft ou My Little Pony. Bah quoi? Ça voulait devenir le mec de Bref. La passion sans filtre, sans ironie, c'était devenu cringe, et la fiction amateur en était l'un des symboles. Avant, il y avait les forums qui permettaient de créer des communautés durables. Tu t'inscrivais et tu revenais tous les jours pendant des années. Tu connaissais les pseudos, les opinions de chacun, les running gags, c'était un tissu social. Les réseaux sociaux ont abîmé ça. Twitter, TikTok, ils fonctionnent sur une logique inverse. Tu consommes, tu disparais, tu reviens. Pas de sentiment d'appartenance, pas de mémoire collective, même si on essaye de vous faire croire le contraire. Et c'est justement ce système de communauté qui assurait la survie des projets de niche. C'est elle qui donnait de la visibilité, qui participait au crowdfunding, qui faisait les sous-titres bénévolement, qui produisait du contenu secondaire. Sans cette communauté, le modèle s'écroule. Et les réseaux sociaux ont contribué à cet écroulement en transformant des communautés en audience et en flux éphémères. La culture geek des années 2000 a été construite sur de l'obsession. On regardait les mêmes épisodes 20 fois, on connaissait par cœur les scènes, les répliques, et cette obsession, c'est le carburant nécessaire à cette création amateur. L'algorithme aujourd'hui est construit pour nous donner de la variété, pour qu'on passe rapidement à autre chose. Et c'est bien joué parce que économiquement, les plateformes se retrouvent mieux dans cette logique. Pourtant, c'est une catastrophe culturelle pour les communautés de niche. Mais du coup, est-ce que c'était vraiment mieux avant ? Pas dans l'absolu. Il y a plein d'outils et de moyens qu'on aurait aimé avoir dans ces années-là. Et puis aujourd'hui, on a beaucoup de créateurs super doués qui sont et ont baigné dans ces univers. Mais on a perdu quelque chose d'important. On a perdu la création par seule nécessité de créer. Cette nécessité qui naît parce qu'on n'a pas d'autre option et qu'on ne le voit nulle part. On a perdu ce lien de communauté qui nous rapprochait, avant que l'industrie vienne combler ce besoin avec du contenu super produit. Mais on ne doit pas en finir là. Parce que si on vous parle de tout ça, c'est pas juste pour la nostalgie. La fiction amateur, la vraie, celle qui est faite en dehors du système audiovisuel classique, c'est pas juste un délire de geek frustré, c'est aussi une question politique. Parce que qui raconte les histoires, ça compte. Qui décide de ce qui mérite de passer dans le circuit traditionnel, ça compte. Et en ce moment, si on fait le compte de qui contrôle les grandes plateformes, on voit le dénominateur commun, des milliardaires avec des idées très précises. On le voit avec Canal+, qui blacklist des créateurs pour leurs opinions, ou encore des plateformes détenues par des gens dont les positions politiques influencent ce qui est financé et diffusé. Dans ce contexte-là, la capacité à produire de la fiction en dehors de ce système, c'est pas anodin. Cette scène-là, et toute la culture qui gravitait autour, ce n'était pas juste un délire de potes geeks blancs hétéro-bourges, loin de là en réalité. C'était un espace d'expression bien plus mixte de ce que l'on pourrait croire, et ce mouvement est encore en vie aujourd'hui, mais ailleurs. Sur la chaîne YouTube Everywood, on peut voir un nouvel essor de la scène geek et otaku de demain. De la fiction populaire qui émerge en dehors des grosses boîtes, bricolées avec les moyens du bord comme à l'époque. Ces gens-là font exactement ce que faisaient les groupes de créateurs de fiction amateurs de l'époque, combler un espace qui n'est pas représenté et que les médias mainstream ignorent. Le truc qu'on a vu naître puis mourir en France renaît ailleurs, sous d'autres formes, avec de nouveaux outils. Mais est-ce que tout est réellement mort en France ? Bien sûr que non. La fiction amateur indépendante existe toujours. Il y a toujours des projets de web-séries et de films amateurs, certains projets rencontrent même leur public. C'est juste que ça ne suscite pas le même engouement dans la culture geek d'aujourd'hui. On revient au point de départ, c'est marginal, quasiment inconnu, et tout le monde s'en fiche. Merci à tous d'avoir suivi ce tour d'horizon, qui aurait évidemment mérité un documentaire de plusieurs heures. On n'a pas eu le temps d'être exhaustif, donc n'hésitez pas à partager vos souvenirs dans les commentaires.